Nous sommes avec Rémi Lefebvre. Bonjour, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille, chercheur au Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale. Merci d'être avec nous. Vous avez vous aussi suivi cette intervention du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en retenez? Écoutez, pas de mea culpa. Je l'ai trouvé, très ferme en fait, hein, limite droit dans ses bottes pour reprendre l'expression d'Alain Juppé. Je crains que cette déclaration, n'apaise pas vraiment la situation. Voilà, il se retranche à la fois derrière la nécessité, de la réforme et il n'a pas apporté, beaucoup d'arguments différents de ceux qui n'ont pas convaincu pendant des mois, l'opinion, et il s'est, retranché, derrière la légitimité de ce qu'il appelle le chemin démocratique de la loi, et donc aucune critique du 49.3, aucune critique de la méthode, et en fait la seule concession, qu'il fait, la seule signe d'apaisement qu'il fait, c'est de proposer finalement, d'autres lois, mais en même temps, un agenda, très marqué par le travail, la critique de l'assistanat. Bon, on a vraiment un discours qui vise aussi à plaire aux électeurs de droite, c'est très très clair, hein, vraiment la À qui il cible. s'adresse justement? Ça, c'est une question, Rémi Lefebvre. Le choix du Trésor a été expliqué ces derniers jours. Il s'adresse à son électorat aujourd'hui? Ah bah là, si on voulait une démonstration de ça, elle est vraiment très claire, hein. C'est-à-dire que, moi j'étais très frappé, de l'insistance de la valorisation donc du travail, hein. Il est revenu sur les propositions de la campagne présidentielle sur le RSA conditionné. Il a, été même plus loin puisqu'en fait il suggère à un moment donné dans son propos que le confinement a, déshabitué les gens au travail en fait, hein. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un peu la France oisive, qu'il a dénoncée. Alors il critique il met en question la question de la pénibilité du travail, l'usure au travail, mais c'est surtout une espèce d'éloge, très droitier, et donc qui vise à plaire à son électorat, à l'électorat de droite, du travail. Voilà. Donc à mon avis, ça prépare quand même très clairement, la recherche d'une coalition à droite ou d'une alliance à droite, très clairement. Voilà, lui qui réitère aussi sa confiance. Emmanuel Macron interrogé sur la confiance accordée à Elisabeth Borne, Première ministre, qu'on a dit ces dernières heures, peut-être sur le départ, a priori non. Il lui confie même une mission, élargir la majorité le plus possible. Ça va être compliqué, ça. D'élargir sa majorité, oui, ça va être compliqué. Alors, parce que effectivement, mais il l'a vraiment dit à plusieurs reprises, hein, c'est-à-dire que il faut continuer à élargir la majorité autant que l'on peut. Donc effectivement, il ne voit en fait de salut. Enfin, il ne voit de voie que dans la recherche, qui a été qui est amorcée depuis des mois, d'une majorité au Parlement. Donc pas vraiment de changement, de ligne, pas de changement de méthode, de nouveaux textes. Donc il annonce énormément de nouveaux textes, sans nous dire forcément avec qui il veut travailler. Et donc c'est très clairement l'idée que il faut trouver une majorité, au gré en fait des débats parlementaires et plutôt sur la droite et pas d'autres changements, pas d'autres caps envisagés que cela. Le chef de l'État qui a proposé notamment de façon assez vague une réflexion sur l'usure des fins de carrière, les reconversions aussi de fin de carrière. Il lance aussi un message aux forces syndicales qui, on le sait, sont mobilisées, appelle à une nouvelle journée d'action massive demain. On va l'écouter puis on en reparle peut-être juste après. Il nous aurait proposé un compromis. D'ailleurs, le gouvernement a changé les choses. On n'est plus à 65 ans en 2030, mais 64 ans. Il n'y a pas eu de proposition de compromis. Donc le compromis, il a été fait par le gouvernement, après ces concertations. Il a été fait avec le Parlement. Mais nous devons avancer. Parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation. Voilà, Rémi Lefebvre, ses propos, évidemment, on attend de connaître une réaction des syndicats. Alors, une réaction qui tombe précisément à l'instant. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, qui accuse Emmanuel Macron de mensonges concernant la position de son syndicat, donc accusé de ne pas avoir accepté de compromis. On le sait, hein, les syndicats n'ont cessé de critiquer, de pointer du doigt ces dernières semaines les portes closes, les portes fermées de l'Élysée.
Écoutez, c'est assez curieux dans le discours d'Emmanuel Macron, puisqu'en fait, il demande aux syndicats de proposer des compromis. Mais ça marche pas comme ça, un compromis. Un compromis, ça se négocie entre parties prenantes. Et donc, on a l'impression, en fait, il reproche aux syndicats de ne pas avoir proposé eux-mêmes une position de compromis, alors qu'en fait, ce que les syndicats pointent, c'est qu'il n'y a pas eu de négociation véritablement. Hein. Il n'y a pas eu d'écoute mutuelle. Voilà. Donc, c'est très, très dur, hein, ces propos-là encore de Macron à l'égard de Laurent Berger. Hein, faut aussi évoquer le fait qu'il a évoqué un congrès du parti de la CFDT où Laurent Berger aurait proposé un allongement de l'âge. C'est une pique assez cinglante. Hein, il joue pas l'apaisement avec la CFDT. Hein, c'est très très clair. Il va au conflit. Quels peuvent être les effets justement de cette intervention du chef de l'État qui d'emblée a été interrogé par Julien Bugier sur les propos qu'il a prononcés hier soir devant la majorité parlementaire qu'il recevait à domicile. Je reprends la petite phrase que tout le monde reprend depuis hier. La foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. On a beaucoup dit ces mots sont de nature à amplifier l'incendie. Vous estimez, vous, aujourd'hui, que l'interview qu'il vient de donner à nos confrères de TF1 et France 2 vont dans le même sens ? Écoutez, bon, il a évité des saillies trop brutales dont il est assez coutumier, mais on ne peut pas dire que moi, je ne fais pas le pari que cette intervention va contribuer à l'apaisement. Je l'ai trouvé extrêmement ferme, parfois même assez suffisant, c'est-à-dire vraiment, je le répète, droit dans ses bottes. Voilà, il est sûr de son fait, sûr de ses arguments. Il affirme qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il fait quelques concessions sur des lois à venir, mais tant sur la méthode que sur le fond, il n'y a vraiment aucune prise en compte de l'opinion et aucune prise en compte du fait que le 49.3 a été vécu comme une offense et une violence institutionnelle. Voilà, donc bon, il a évité sans doute les dérapages verbaux, hein, il a maîtrisé sa parole, mais une parole quand même très très ferme, et je suis pas sûr que cette parole soit de nature à apaiser aujourd'hui la conflictualité sociale qui est forte en France. Alors Rémi Lefebvre, restez avec nous justement puisqu'on parle de la réaction de la rue depuis l'usage du 49.3 jeudi dernier. Les opposants au texte sont vent debout, les plus durs, mais aussi ces Français restés jusque-là silencieux. Certains ont franchi le pas en descendant dans la rue. Manifestation quotidienne, organisée chaque soir. Rassemblement aussi plus spontané, extrêmement difficile à contenir. On l'a vu par les forces de l'ordre. À cela, il faut aussi ajouter les blocages, les piquets de grève. Le port de Marseille est depuis ce matin à l'arrêt. Illustration de la situation avec les images de nos confrères de France Télévisions. Démocratie, 49.3, antidémocratie. Ils sont descendus sur les voies crier leur mécontentement. Ce matin, les manifestants opposant à la réforme des retraites ont bloqué la gare de Nice, appelant même les voyageurs à participer au blocage. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. À Fos-sur-Mer, important déploiement des forces de l'ordre. Elles protègent l'accès aux dépôts pétroliers où des réquisitions ont eu lieu, permettant la sortie de 700 camions-citernes. Depuis ce matin, 150 à 200 manifestants sont venus montrer leur solidarité aux salariés réquisitionnés. On est là en soutien parce qu'il est hors de question qu'on laisse faire ce genre de pratique. Pour la réforme des retraites, on est toujours mobilisés jusqu'au retrait. Vous êtes en colère, monsieur ? Très en colère, oui, très en colère. À Marseille, les manifestants bloquent une des portes d'entrée du port. Des feux de palettes ont conduit à la fermeture d'une partie de l'autoroute A55. À La Réunion, opération escargot et blocage des routes. Pour rejoindre l'aéroport, les voyageurs sont obligés d'y aller à pied. Les manifestants promettent de rester mobilisés. À Rennes, ville très engagée depuis le début de la contestation, c'est une autre action qui est en cours, celle des marins-pêcheurs. Les gens, ils en ont marre, quoi. Que ça soit dans la pêche, le public, tout. On en a marre, quoi. La vie, elle devient trop dure. Ils dénoncent un métier de plus en plus difficile où les contraintes se multiplient. Très vite, des affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et marins-pêcheurs. Voilà pour l'état de la situation au moment où l'on se parle. Je rappelle que demain, une nouvelle journée d'action est organisée à l'appel des syndicats. Rémi Lefebvre, quels sont les risques ? Comment envisagez-vous la suite de ce mouvement, rassemblement massif, demain à l'appel des syndicats, vous pensez ?
C'est difficile à dire parce que la première phase du mouvement, donc avant le 49-3, ça a été des très grandes manifestations d'une ampleur de mobilisation vraiment inédite. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de manifestations aussi importantes. Jusqu'à 3,5 millions de personnes dans les rues selon la CGT. Voilà, là, avec le 49-3, la conflictualité, la mobilisation prend des formes beaucoup plus anarchiques, beaucoup moins contrôlées par les organisations syndicales. Et alors que les manifestations avaient été très pacifiques, on observe évidemment des heurts avec la police et des images qui font un peu penser, même si on n'en est pas encore là, à l'intensité des violences sous les Gilets jaunes. C'est très difficile à dire. Est-ce que ce mouvement va s'éteindre? Est-ce qu'il va s'essouffler, ou est-ce que, par exemple, la manifestation de demain va être plus violente et il y a d'autres mobilisations qui vont naître? C'est compliqué. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que aujourd'hui, le calcul du pouvoir, le calcul de l'exécutif, c'est de dire que voilà, il y a une situation socialement économique, des problèmes de pouvoir d'achat qui rendent les grèves en fait un peu difficiles. Elles sont pas très très fortes, les grèves. Il y a beaucoup de monde dans les rues, mais pas beaucoup de grèves. Et donc, je pense que le gouvernement mise en fait sur l'épuisement en fait du mouvement. Voilà, les organisations syndicales contrôlent beaucoup moins maintenant ce qui se passe dans la rue. Il peut y avoir des bavures policières. Donc tout est possible, il faut se rappeler les Gilets jaunes. C'est vrai qu'on a eu des mouvements très violents ces dernières années, et là la colère dans l'opinion est très forte. On a appris d'ailleurs tout à l'heure de l'entourage de Buckingham Palace que le roi Charles III, qui est censé arriver en France ce dimanche, pourrait revoir sa copie, peut-être repousser ce déplacement à Paris. On est évidemment regardé de près par nos voisins, notamment britanniques. Flore, on a appris aussi que selon les prévisions, entre 40 et 50% des enseignants dans le secteur du primaire seraient donc en grève demain. Alors on attend évidemment de voir quelle sera l'ampleur de la mobilisation demain. La stratégie de l'essoufflement, du pourrissement, a priori, c'est celle sur laquelle mise le gouvernement. Ils espèrent, à mon avis, que la stratégie, ou en tout cas de ces journées de mobilisation à l'appel des syndicats, se réduisent petit à petit, que ça se réduise. Ce qui est difficile, c'est ce que disait votre invité, c'est surtout ces mouvements qu'on voit de plus en plus violents. Et depuis jeudi dernier, tous les soirs, après l'usage de ce 49.3, il y a des mobilisations dans toutes les villes de France. Et ça, c'est aussi un phénomène assez nouveau, que ces mouvements, que ces mobilisations et ces rassemblements spontanés se fassent dans des villes de province comme Nantes, Brest. Voilà, donc, et c'est vrai qu'on voit que le mouvement se tend, et c'est la grande crainte des syndicats qui ont passé 8 journées de mobilisation qui ont bien tenu, sans débordement majeur. Là, ils ont peur que demain, la mobilisation soit émaillée de violence et que finalement, ils aient du mal maintenant à tenir un peu les manifestants enfin, la colère gagne le pays, on le voit. À l'heure où Philippe Martinez, on prédisait tout à l'heure une réaction assez rapide. Philippe Martinez pour la CGT juge les propos d'Emmanuel Macron, ils sont du mépris pour les millions de personnes qui manifestent. Je ne sais pas si Rémi Lefebvre, vous êtes toujours à nos côtés. Avez-vous le sentiment que le chef de l'État ait pris la conscience de l'ampleur de cette mobilisation et des Françaises et des Français ? Écoutez, c'est difficile à dire. S'il n'a pas pris conscience, c'est vraiment une forme de cécité incroyable. Moi, j'oscille entre... Il y a vraiment une forme de suffisance institutionnelle. C'est quand même très très frappant. J'ai pas trouvé qu'il avait eu des mots très apaisants, je le répète. Il y a pas du tout le moindre début d'un mea culpa. Il y a très très peu de concessions sur le fond. Il y a vraiment l'idée qu'il continue, qu'il est prêt à être impopulaire. Il a dit: j'endosserai l'impopularité s'il y a impopularité. Donc on continue. Voilà, c'est un président aussi qui n'est plus candidat, qui est prêt en fait à tout sacrifier, à sacrifier son impopularité, la légitimité démocratique au profit d'un agenda de réforme ou de contre-réforme qu'il juge non négociable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rémi Lefebvre. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est en train de s'exprimer après Philippe Martinez. Il dénonce les traditionnelles marques de mépris d'Emmanuel Macron. Voilà pour ces quelques réactions recueillies dans la foulée de cette prise de parole du chef de l'État. J'assume ce moment difficile parce qu'il fait les autres. Cette réforme est nécessaire. Il n'y a pas 36 solutions. Nous irons au bout. Il faut que la réforme entre en vigueur d'ici la fin de l'année. Voilà pour cette interview qui était hautement attendu ici en France.